Juillet 1945, camp de prisonniers de Thoré-les-Pins, vallée de la Loire. La chaleur de l'après-midi pèse sur les baraquements en bois, l'air immobile chargé de poussière et de sueur. Klaus Hoffmann, 19 ans, ancien soldat de la Wehrmacht, se tient dans la file avec une centaine d'autres prisonniers allemands, sa gamelle en fer-blanc serrée contre sa poitrine. Ses côtes saillent sous sa chemise déchirée. Ses yeux suivent nerveusement le garde français qui s'approche avec une caisse en bois. Klaus a passé les 3 dernières semaines à s'attendre à mourir de faim. C'est ce que font les vainqueurs aux vaincus. C'est ce qu'on lui a dit. C'est ce qu'il a vu faire. Le garde dépose la caisse devant la file. Klaus observe ses mains qui plongent à l'intérieur, qui ressortent avec quelque chose enveloppé dans du papier brun. Le prisonnier devant lui reçoit son paquet. Puis c'est son tour. Le poids dans ses mains le surprend immédiatement. Si vous voulez découvrir d'autres histoires extraordinaires de la Seconde Guerre mondiale, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Klaus retourne à sa couchette, les doigts tremblants sur le papier. Autour de lui, d'autres prisonniers défont leurs paquets avec la même hésitation prudente, comme s'ils manipulaient des explosifs. Le silence dans le baraquement est étrange, tendu, rempli d'une attente qu'aucun d'entre eux ne comprend vraiment. Ils déplient le papier. Un pain entier. Pas une croûte moisie, pas les restes rassis qu'on jette aux chiens. Un pain complet, la croûte dorée, la mie encore légèrement tiède. Klaus le soupèse. 400 grammes, peut-être 500, pour lui seul. À côté du pain, enveloppé dans un autre morceau de papier, une portion de viande en conserve. Il lit l'étiquette. Bœuf. 150 grammes. Et une pomme. Et une poignée de biscuits secs. Klaus reste immobile, le paquet ouvert sur ses genoux, incapable de bouger. Son esprit refuse de traiter l'information. Ce n'est pas possible. C'est un piège. Ça doit être un piège. Mais autour de lui, les autres prisonniers commencent à manger, lentement d'abord, méfiants, puis avec une urgence croissante. Le son de la mastication remplit le baraquement. Quelqu'un pleure en mangeant. Quelqu'un d'autre rit, un rire bref et cassé qui ressemble presque à un sanglot. Werner Schulz, 24 ans, ancien caporal de la 17e division Panzergrenadier, dort sur la couchette au-dessus de Klaus. Il se penche, son visage émacié encadré par des cheveux blonds sales. C'est pour combien de temps? Sa voix est rauque, à peine un murmure. Pour la semaine? Klaus secoue la tête. Il ne sait pas. Il n'ose pas espérer. Un autre prisonnier, plus âgé, peut-être 35 ans, avec des cicatrices sur le visage et des yeux qui ont vu trop de choses, s'approche. J'ai demandé au garde. Il s'assoit sur le bord de la couchette de Klaus. Il a dit quotidien, ration quotidienne. Le silence qui suit est absolu. Klaus regarde à nouveau le pain dans ses mains. Quotidien. Ce mot ne peut pas signifier ce qu'il semble signifier. C'est impossible. Les prisonniers ne reçoivent pas de ration quotidienne comme celle-ci. Les prisonniers reçoivent du juste assez pour ne pas mourir immédiatement, juste assez pour continuer à travailler jusqu'à ce que leur corps abandonne. Il connaît les règles. Il les a vues appliquées. Stalag A, Emer, Westphalie, 2 ans plus tôt. Klaus était jeune soldat alors, stationné près du camp de prisonniers. Il a vu les prisonniers soviétiques à travers les barbelés. Des squelettes vivants, leurs yeux enfoncés, leurs membres comme des branches sèches. La ration officielle pour eux, 700 calories par jour, juste assez pour mourir lentement sur plusieurs mois au lieu de plusieurs semaines. Il se souvient d'un prisonnier russe qui s'était approché de la clôture un jour d'hiver. L'homme avait tendu une main tremblante, implorant. Klaus avait 20 mètres de distance, mais il pouvait voir les os de cette main, chaque articulation, chaque tendon. Un garde avait crié. Le prisonnier s'était éloigné en titubant, ses pieds nus laissant des traces sanglantes dans la neige. Klaus avait détourné le regard. C'était plus facile de détourner le regard. Maintenant, il tient un pain entier dans ses mains, 400 grammes, plus que ce que certains prisonniers soviétiques recevaient en une semaine. Il déchire un morceau du pain. La mie est douce, presque moelleuse. Il la met dans sa bouche et ferme les yeux. Le goût est si intense qu'il en a presque mal. Son estomac, contracté par des semaines de sous-alimentation, se révolte puis se calme, acceptant finalement la nourriture. Autour de lui, le baraquement s'anime d'une énergie étrange. Des conversations éclatent, des voix qu'il n'a pas entendues depuis des semaines. Des hommes qui étaient trop faibles ou trop désespérés pour parler retrouvent soudain leur langue. L'espoir est une chose dangereuse dans un camp de prisonniers. Klaus le sait, mais il le sent quand même se répandre comme une infection.
Werner descend de sa couchette et s'assoit à côté de Klaus. Il tient son propre pain comme un objet sacré. « Mon père, dit-il soudainement, travaillait dans une boulangerie à Hambourg, avant la guerre. Il touche la croûte du pain avec une révérence presque religieuse. Il aurait dit que c'est du bon pain, pas excellent, mais bon, honnête. » Klaus hoche la tête. Il ne sait pas quoi dire. Les mots semblent inadéquats face à ce qui se passe. Le prisonnier plus âgé, celui avec les cicatrices, s'appelle Friedrich. Il a été sergent dans l'Afrika Korps, capturé en Tunisie, transféré en France après l'invasion. Il a vu plus de camps que Klaus ne peut en imaginer. « J'ai été prisonnier des Britanniques pendant 6 mois, dit-il, sa voix basse et mesurée. Ils nous donnaient des rations correctes. Pas généreuses, mais correctes. Assez pour survivre, pour travailler. Mais ça, il lève son paquet de rations. Ça, c'est différent. » La nuit tombe sur le camp. Des lampes à pétrole sont allumées, projetant des ombres dansantes sur les murs en bois. Klaus mange lentement, savourant chaque bouchée, forçant son corps affamé à accepter la nourriture progressivement. La viande en conserve est salée, grasse, merveilleuse. La pomme est un peu flétrie mais sucrée. Les biscuits secs craquent sous ses dents. Il pense à sa mère à Berlin, si elle est encore en vie, si elle a à manger. Les dernières lettres qu'il avait reçues, avant la fin, parlèrent de rations de plus en plus maigres. 150 grammes de pain par jour pour les civils. Pas de viande, pas de fruits. Juste du pain noir et des pommes de terre quand il y en avait. Ici, dans ce camp de prisonniers français, il mange mieux que sa propre mère. Cette pensée le remplit d'une honte si profonde qu'il doit s'arrêter de manger pendant un moment. Le lendemain matin, la distribution se répète. Même quantité, même qualité. Klaus commence à comprendre que ce n'était pas une erreur, pas une exception. C'est la norme. Les jours suivants confirment le schéma. Chaque jour, des rations substantielles. Du pain, toujours du pain. De la viande ou du poisson en conserve, parfois des légumes, parfois du fromage, et toujours, inexplicablement, du vin. Le vin surprend Klaus plus que tout le reste. 1/4 de litre par homme chaque jour, du vin rouge, acide et âpre, mais du vin quand même. Werner le regarde avec incrédulité la première fois qu'on le leur distribue. Il nous donne de l'alcool, sa voix monte d'une octave. Aux prisonniers, de l'alcool. Friedrich sourit pour la première fois depuis que Klaus le connaît. Tradition militaire française, explique-t-il. Le soldat français reçoit sa ration de vin. Apparemment, même les prisonniers allemands ont droit à la tradition. Klaus boit son vin lentement, laissant le liquide acide rouler sur sa langue. Il n'a jamais beaucoup aimé le vin, mais maintenant il comprend son attrait. Ce n'est pas seulement l'alcool, c'est le symbole. On ne donne pas de vin aux animaux, on ne donne pas de vin aux sous-hommes, on donne du vin aux êtres humains. Les Français les traitent comme des êtres humains. Cette réalisation frappe Klaus avec la force d'un coup physique. Les semaines passent. Klaus et les autres prisonniers sont mis au travail, réparant des routes, déblayant des décombres, travaillant dans des fermes locales. Le travail est dur, les journées longues sous le soleil d'été, mais les rations ne diminuent pas. Si quelque chose, elles augmentent légèrement quand ils travaillent au plus dur. Un jour, Klaus est assigné à une équipe qui répare un pont sur la Loire. Le contremaître est un Français d'une 50aine d'années, maigre et tanné par le soleil, avec des mains calleuses et un regard qui ne révèle rien. Il s'appelle Monsieur Dubois. À midi, Dubois s'assoit sur une poutre et sort son propre déjeuner. Klaus observe discrètement. Un morceau de pain, plus petit que la ration des prisonniers. Un peu de fromage, pas de viande. Dubois remarque son regard. « Tu trouves ça drôle, l'allemand » Sa voix est dure. Son allemand approximatif mais compréhensible. Klaus secoue la tête rapidement. « Non, monsieur. Je remarquais juste que tu manges mieux que moi. » Dubois mord dans son pain. « C'est vrai. Tu manges mieux que moi. Tu manges mieux que ma femme. Tu manges mieux que mes enfants. » Il mâche lentement, ses yeux fixés sur Klaus. « Tu veux savoir pourquoi ?» Klaus ne dit rien. Il ne sait pas s'il veut vraiment savoir. Dubois continue quand même. « Parce que vous êtes des prisonniers de guerre. Convention de Genève. Ration minimale garantie. Nous sommes juste des Français. Personne ne garantit nos rations. » Il rit, un son amer. 4 ans d'occupation. Vous avez tout pris. Maintenant la guerre est finie et nous devons encore vous nourrir selon les règles internationales, pendant que nos propres enfants ont faim. Le silence qui suit est lourd, chargé de tout ce qui ne peut pas être dit. Klaus regarde son propre déjeuner, soudainement incapable d'avaler. « Je suis désolé, murmure-t-il. Les mots sont pathétiques, inadéquats, mais c'est tout ce qu'il a.
Dubois le regarde longuement. « Tu es désolé. » Il répète les mots comme s'il testait leur poids. « Combien d'années tu as, gamin ?»« 19. »« 19. » Dubois secoue la tête. « Mon fils avait 18 quand ils l'ont pris pour le STO. Service du travail obligatoire. Envoyé travailler en Allemagne. Je ne sais pas s'il est vivant. » Il se lève et poussette son pantalon. « Alors garde tes excuses. Mange ta ration. Fais ton travail. C'est tout ce qu'on te demande. » Cette nuit-là, Klaus ne peut pas dormir. Il reste allongé sur sa couchette, écoutant les ronflements et les murmures des autres prisonniers, pensant à tout ce qu'il ne peut pas défaire. Werner, sur la couchette du dessus, chuchote dans l'obscurité. « Tu es réveillé ?»« Oui. »« Je pensais à quelque chose. » Werner change de position. Le bois craque. « Tu te souviens de ce qu'il nous disait, pendant l'entraînement, sur les Français ?» Klaus se souvient. Les Français sont faibles. Les Français sont décadents. Les Français se sont effondrés en 6 semaines parce qu'ils n'avaient pas la volonté de se battre. Les Français sont inférieurs. Ils nous ont battus, dit Werner simplement. Ils et les autres. Ils nous ont complètement battus. Et maintenant, ils nous nourrissent mieux qu'ils ne se nourrissent eux-mêmes. Il est silencieux pendant un moment. Qu'est-ce que ça dit sur nous? Sur tout ce qu'on nous a dit? Klaus n'a pas de réponse. Il ne sait pas s'il y a une réponse. Les mois passent. L'été cède la place à l'automne. Les rations continuent, régulières comme une horloge. Klaus gagne du poids. Ses côtes disparaissent sous une nouvelle couche de chair. Ses joues se remplissent. Il commence à ressembler à nouveau à un être humain plutôt qu'à un squelette. Un jour d'octobre, un nouveau groupe de prisonniers arrive au camp. Ils viennent de l'Est, transférés depuis la zone d'occupation soviétique. Klaus les voit descendre des camions et son estomac se serre. Ils ressemblent aux prisonniers soviétiques qu'il avait vus à travers les barbelés à Emmer, émaciés, les yeux enfoncés, bougeant avec la lenteur prudente de ceux qui n'ont pas assez d'énergie à gaspiller. Leurs uniformes pendent sur leur corps comme des draps sur des squelettes. L'un d'eux, un homme d'environ 25 ans avec des cheveux roux clairsemés, s'effondre pendant la distribution des rations. Il tombe simplement, ses jambes cèdent sous lui. 2 gardes français se précipitent, le soulèvent doucement, l'emmènent à l'infirmerie. Ce soir-là, Klaus parle avec l'un des nouveaux arrivants. Il s'appelle Otto. Il était unterofficier dans une unité anti-char. Il a passé 5 mois dans un camp soviétique près de Smolensk. 200 grammes de pain par jour, dit Otto, sa voix à peine audible. Parfois moins. De la soupe, de l'eau chaude avec peut-être un morceau de pomme de terre si tu avais de la chance. Rien d'autre. Ses mains tremblent quand il tient sa ration française. Sur 100 hommes dans mon baraquement, 40 sont morts pendant l'hiver. Juste, sont morts. De faim, de froid, de maladie. Leurs corps sont devenus si faibles qu'ils n'ont pas pu combattre la moindre infection. Klaus écoute, une boule de plomb dans son estomac. Les gardes soviétiques, continue Otto. Certains d'entre eux avaient été prisonniers dans des camps allemands. Ils nous le disaient. Ils nous montraient leurs cicatrices, leurs dents manquantes, leurs doigts gelés. Ils disaient « Maintenant vous comprenez. Maintenant vous savez ce que vous nous avez fait. » Otto regarde Klaus directement. « Et tu sais quoi? Ils avaient raison. Nous méritions ça. Chaque minute de ça. » Klaus ne peut pas répondre. Les mots restent coincés dans sa gorge. Cette nuit-là, il rêve de barbelés et de mains tendues et de traces sanglantes dans la neige. Novembre arrive, puis décembre. Le premier hiver d'après-guerre. Klaus a maintenant passé 6 mois dans le camp français. Il pèse 15 kilos de plus qu'à son arrivée. Il peut travailler une journée complète sans s'effondrer. Il peut penser à autre chose qu'à la faim. La veille de Noël, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les gardes distribuent des rations supplémentaires, du chocolat, de vraies cigarettes, et pour le dîner, un ragoût avec de vrais morceaux de viande, pas juste de la conserve, des légumes frais, du pain blanc, pas le pain noir habituel. Werner pleure ouvertement en mangeant. Il n'est pas le seul. Friedrich, le vieux, sergent de l'Afrika Korps, reste assis en silence pendant longtemps après avoir fini son repas. Puis il parle, sa voix rauque. « J'ai combattu en France en 1940. J'ai marché dans Paris. J'ai vu les Français défiler comme prisonniers. » Il secoue la tête. « J'ai pensé qu'on était invincible. J'ai pensé qu'on était supérieur. J'ai pensé... » Il ne finit pas sa phrase. Klaus comprend. Ils ont tous pensé tellement de choses qui se sont révélées fausses. Après le dîner, certains prisonniers chantent. Des chants de Noël, les vieilles mélodies que tout le monde connaît. Stille Nacht. Les voix sont hésitantes d'abord, puis plus fortes, se mêlant dans l'air froid de décembre. Un garde français s'arrête près de la porte du baraquement, écoutant. Il est jeune, peut-être 22 ou 23 ans.
Il a une cicatrice sur la joue gauche. Quand le chant se termine, il hoche la tête une fois, puis s'éloigne dans la nuit. Klaus pense à sa mère. Il a reçu une lettre d'elle la semaine dernière, la première depuis la fin de la guerre. Elle est vivante. Elle vit avec sa sœur dans les ruines de ce qui était leur quartier. Elle a faim, écrit-elle, mais elle survit. Elle lui demande de rentrer bientôt à la maison. Il pense à M. Dubois et à son fils disparu. Il pense aux prisonniers soviétiques qu'il a vus mourir derrière les barbelés. Il pense à Otto et aux 40 hommes de son baraquement qui ne verront jamais un autre Noël. Il pense au pain qu'il reçoit chaque jour, au vin, à la viande, à toutes ces choses qui le maintiennent en vie, alors que tant d'autres sont morts. Il ne comprend pas la générosité. Il ne comprend pas comment les Français peuvent nourrir leurs anciens ennemis, alors que leurs propres enfants ont faim. Il ne comprend pas comment ils peuvent traiter avec humanité ceux qui les ont occupés, affamés, terrorisés pendant 4 ans. Mais il commence à comprendre autre chose. Il commence à comprendre que tout ce qu'on lui a dit était un mensonge, sur la supériorité, sur la faiblesse des autres, sur qui méritait de vivre et qui méritait de mourir. Les Français ne sont pas faibles, les Français ne sont pas inférieurs. Les Français ont simplement choisi de rester humains, même quand ils auraient eu toutes les raisons de devenir des monstres. C'est une leçon qui va hanter Klaus Hoffmann pour le reste de sa vie. Janvier 1946. Klaus est transféré à un autre camp, puis un autre. Les rations restent stables. Pas toujours aussi généreuses que les premiers mois, mais toujours suffisantes, toujours humaines. Il travaille dans une ferme près d'Orléans. Le fermier, un homme dans la soixantaine avec un dos voûté et des mains comme du cuir, le traite avec une courtoisie distante. Pas d'amitié, mais pas de cruauté non plus. Juste du travail à faire et des rations à la fin de la journée. Un après-midi de février, Klaus aide à réparer une clôture quand il entend des voix dans la grange. Le fermier parle avec quelqu'un. Klaus ne veut pas écouter, mais les mots portent dans l'air froid. « Pourquoi tu le gardes ici ?» Une voix de femme en colère. « Pourquoi tu le nourris ?» Après ce qu'ils ont fait, parce que c'est la loi. La voix du fermier est fatiguée. Et parce que si nous devenons comme eux, alors ils ont gagné. Même dans la défaite, ils ont gagné. Un silence. Puis la femme. Mon frère est mort à Dachau. Tu t'en souviens? Ton propre neveu. Je m'en souviens chaque jour. La voix du fermier se brise légèrement. Chaque jour, Marguerite. Mais ce garçon dans mon champ, il n'a pas tué Henri. Il était probablement encore à l'école quand Henri a été déporté. Ils sont tous coupables. Peut-être. Probablement. Mais si nous les affamons, si nous les torturons, si nous devenons ce qu'ils étaient, alors Henri est mort pour rien. Alors toute cette guerre n'a servi à rien. Klaus reste immobile, la clôture à moitié réparée, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Ce soir-là, le fermier lui apporte ses rations comme d'habitude. Il ne dit rien sur la conversation. Klaus ne dit rien non plus. Mais quelque chose a changé entre eux. Une compréhension tacite qui n'a pas besoin de mots. Les mois continuent de passer. Le printemps arrive, puis l'été. Klaus apprend que des prisonniers commencent à être libérés, renvoyés en Allemagne. Pas tout le monde, pas encore, mais certains. Les plus jeunes d'abord, ceux qui ont été conscrits à la fin, ceux qui n'ont pas de crimes de guerre à leur nom. En août 1946, le nom de Klaus apparaît sur une liste. Il sera rapatrié en septembre. La nuit avant son départ, Werner organise une petite célébration dans le baraquement. Ils partagent leur dernière ration de vin, parlent de ce qu'ils feront quand ils rentreront chez eux. Reconstruire, trouver du travail, retrouver leur famille, essayer d'oublier. Mais Klaus sait qu'il n'oubliera jamais. Il ne veut pas oublier. Friedrich, qui doit rester encore 6 mois, serre la main de Klaus. « Quand tu rentreras chez toi, dit-il, souviens-toi de ça. Souviens-toi de comment ils nous ont traités. Et quand quelqu'un essaiera de te dire que nous étions les victimes, que nous avons été trahis, que nous aurions dû gagner, souviens-toi du pain qu'ils nous ont donné quand leurs propres enfants avaient trop faim. » Klaus hoche la tête. « Je me souviendrai. » Le voyage de retour en Allemagne prend 3 jours. Klaus traverse un pays qu'il reconnaît à peine. Les villes sont des champs de ruines. Les gens dans les rues sont émaciés, désespérés. À Berlin, il retrouve sa mère et sa tante dans un appartement de 2 pièces qui sent le moisi et la faim. Sa mère pleure quand elle le voit. Elle touche son visage, ses bras, comme si elle ne pouvait pas croire qu'il est réel. « Tu as l'air en bonne santé, dit-elle surprise. Tu as l'air nourri. » Klaus pense aux rations, françaises, au pain quotidien, au vin, à la viande. Il pense à M. Dubois et au fermier près d'Orléans.
Il pense à tous ces Français qui l'ont nourri alors qu'ils avaient toutes les raisons de le laisser mourir de faim. « Les Français, dit-il simplement, les Français m'ont nourri. » Sa mère ne comprend pas. Comment pourrait-elle? Comment pourrait-il expliquer le paradoxe de tout ça? Les années passent. Klaus trouve du travail dans la reconstruction. Il se marie, a des enfants. Il ne parle presque jamais de la guerre, sauf une fois par an, le jour de Noël, quand il se souvient de ce repas dans le camp de prisonniers, du chocolat et du ragoût et des chants dans la nuit froide. Ses enfants, quand ils sont assez grands, lui demandent parfois ce que c'était. La guerre. Être prisonnier. Il leur dit la vérité, autant qu'il peut la dire. « J'ai été prisonnier des Français, leur dit-il, et ils m'ont sauvé la vie, pas seulement en me gardant en vie, mais en me montrant qu'il y avait une autre façon d'être, qu'on pouvait être vainqueur sans être cruel, qu'on pouvait avoir raison de haïr quelqu'un et choisir quand même la miséricorde. » Il leur montre une photo qu'il a gardée, prise dans le camp en 1945. Lui et Werner et Friedrich, debout devant leur baraquement, leurs visages encore émaciés mais leurs yeux déjà moins hantés. Au dos de la photo, il a écrit une phrase en français, laborieusement copiée d'un dictionnaire. « Ils nous ont nourris quand nous avions faim. Ils nous ont traités comme des hommes quand nous ne le méritions pas. » En 1985, Klaus retourne en France pour la première fois depuis sa libération. Il a 60 ans maintenant, ses cheveux gris, son dos un peu voûté. Il visite le camp de Thoré-les-Peines, qui n'existe plus vraiment, juste quelques fondations en béton dans un champ envahi par les herbes. Il se tient là, dans ce champ, et se souvient du poids du pain dans ses mains, du goût du vin, du choc de réaliser qu'il allait survivre. Un homme s'approche, un Français d'environ son âge. « Vous étiez prisonnier ici ?» Klaus hoche la tête. « Oui, 1945 à 1946. » L'homme sourit légèrement. « Mon père était garde ici. Il parlait parfois de vous, des prisonniers allemands. Il disait que vous étiez surpris par les rations. »« Surpris !» Klaus rit, un son qui ressemble presque à un sanglot. « C'est un mot pour ça. Nous ne comprenions pas. Nous pensions que vous nous affameriez. C'est ce que nous aurions fait. » Le Français est silencieux pendant un moment. Mon père disait quelque chose. Il disait « Si nous les affamons, nous devenons ce qu'ils étaient. Si nous les nourrissons, nous restons ce que nous sommes. » Je n'ai compris que plus tard ce qu'il voulait dire. Klaus sent les larmes couler sur ses joues. Il ne les essuie pas. « Votre père était un homme sage. Dites-lui, si vous le pouvez, dites-lui merci, pour le pain, pour tout. Il est mort il y a 3, Hans, mais je lui dirai quand même, je pense qu'il entendra. » Ils restent là ensemble dans le champ envahi par les herbes, un ancien prisonnier et le fils d'un ancien garde, 2 hommes liés par une histoire de pain et de miséricorde et de choix, fait dans les ruines d'une guerre terrible. Klaus Hoffmann mourra en 1998, à l'âge de 73 ans. Dans ses derniers jours, alors que son esprit dérive entre le présent et le passé, il parle du pain français, du poids de ce pain dans ses mains affamées, de ce que ce pain signifiait. Sa fille, assise à son chevet, ne comprend pas vraiment. Comment pourrait-elle? Elle n'a jamais connu la faim. Elle n'a jamais été prisonnière. Elle n'a jamais eu à réapprendre ce que signifie être humain. Mais elle se souvient de ces mots, et plus tard, beaucoup plus tard, elle comprendra. Parfois, la plus grande victoire n'est pas de détruire votre ennemi, c'est de refuser de devenir comme lui. C'est de choisir la miséricorde quand la cruauté serait justifiée. C'est de partager votre pain quand vous avez à peine assez pour vous-même. Les Français ont fait ce choix. Pas tous, pas toujours, mais assez souvent. Assez pour que des hommes comme Klaus Hoffmann survivent et se souviennent et enseignent à leurs enfants qu'il y a une autre façon. C'est une leçon qui commence avec 400 grammes de pain, une ration quotidienne, un choix simple qui change tout.